L'amiante est responsable de 3 à 4 000 maladies reconnues comme étant liées au travail dans notre région des Hauts-de-France. C'est la deuxième cause de maladies professionnelles après les troubles musculo-squelettiques et la première cause de décès liés au travail, hors accident de travail bien évidemment. Et chaque année, on compte au moins 2200 cancers et près de 1700 décès qui sont liés à l'amiante. C'est une source de l'IRSEM. Et notre région des Hauts-de-France est la deuxième région ayant le plus de décès liés à l'amiante. Et donc, au travail, en bonne santé, ouvre le dossier de l'amiante. Bienvenue messieurs, Olivier Rio, vous êtes directeur général d'Alizadeh. C'est quoi votre métier ? Bonjour, Alizadeh, c'est une entreprise de dépollution de manière générale. Et de désamiantage. Et de désamiantage. Beaucoup de boulot ? Toujours oui. Beaucoup de boulot ? Alors oui, on est plutôt orienté dans les travaux dans l'industrie depuis quelques années. En particulier également sur les ouvrages fonctionnels qui restent en activité. Et on va en parler, comment on désamiante et à quelles conditions. Christian Hustet, vous êtes inspecteur du travail à la DRETS et à vos côtés le docteur Christian Morel, médecin du travail à Pôle Santé Travail. Alors tout de suite, vous allez entendre des gens qu'on a rencontrés dans la rue, à qui on a demandé, pour vous, c'est quoi l'amiante ? Et on débriefe ensuite avec vous. Pour moi, l'amiante, c'est une particule qui est toxique et qui est dangereuse pour l'homme. Pour moi, l'amiante, c'est assez simple. C'est une molécule chimique qui est présente dans les établissements et les lieux publics. L'amiante, selon moi, c'est un truc qu'on utilisait pour l'isolation et c'est cancérigène ou un truc comme ça. C'est une molécule chimique qui est très dangereuse, qui peut se trouver dans les murs, dans les établissements, dans les appartements. L'amiante, c'est un truc pour isoler les toitures de mémoire. Donc c'était utilisé dans les vieilles maisons et il y a eu pas mal de problèmes au niveau de la santé et de la politique avec ça. On peut en trouver dans tout ce qui est les bâtiments, notamment dans les tôles, les toits et les murs. On peut en trouver en fonction des établissements où on se trouve, souvent c'est dans les vieux établissements. Pour moi, il y a tout ce qui est danger pour la santé, tout ce qui est cardiovasculaire et respiratoire. Des troubles de la respiration, du coup le risque de cancer. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent en mourir aussi. Alors de mémoire, c'est cancérigène. Les particules se glissent dans les poumons. Et après, je ne saurais pas dire tous les effets, mais voilà, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est dangereux, c'est cancérigène, de gros problèmes de santé. J'ai même entendu, c'est politique. Alors, un commentaire, messieurs, qui veut prendre la parole, docteur ? Le micro-trottoir reflète bien ce qu'on nous dit en consultation en santé-travail. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une problématique, on a probablement été exposé à certaines choses, on continue à être exposé à certaines choses, mais on ne sait pas trop finalement, sauf que c'est grave. Donc d'où la nécessité de prendre à bras-le-corps, si possible, au moins l'information due aux gens que nous recevons. Donc effectivement, moi je le trouve très représentatif, avec déjà quelques notions pointues sur la pathogénicité et les problèmes rencontrés. Donc, il y a deux mots-clés sur lesquels on s'expliquera, la prévention, la nécessité de la formation également, on y reviendra à plusieurs reprises. Un commentaire rapide ? Alors, l'amiante, moi je suis vraiment surpris du niveau de conscience. Du niveau de conscience des gens et du niveau d'information qu'ils ont, parce que je m'attendais à même les jeunes, non, c'est pas, surtout les jeunes. Je m'attendais à non, c'est pas ce que c'est, mais on parle de molécules. Bon, l'amiante, c'est une roche, c'est minéral, qui a été utilisée pour ses propriétés. Et vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. Et vous, M. Rio ? Effectivement, je suis agréablement surpris du niveau de connaissance et de pertinence des avis qui ont été émis. Alors, l'amiante, c'est quoi précisément ? Et surtout, vu que c'est dangereux, pourquoi on l'a utilisé ? Alors, l'amiante, c'est une roche, c'est minéral. Et c'est fibreux, c'est une roche fibreuse qui est utilisée pour ses propriétés, parce qu'elle résiste aux acides, elle résiste aux bases. Un bon isolant. C'est un bon isolant, ça vient durcir les matériaux comme les tôles en fibrociment par exemple. Ouais. Voilà. On l'appelait le magic minéral. Oui, tout à fait. Ça répond à tout. Il y a même les gants des pompiers étaient en amiante. Donc on l'utilisait partout. Partout. Toiture, peinture, industrie, bâtiment, automobile, dans les plaquettes de frein, ça limitait la surchauffe des plaquettes de frein. Voilà, et c'était pas cher. Et c'était surtout pas cher.
Donc, on comprend pourquoi on l'utilisait très largement, et les dangers liés à l'amiante sont pourtant connus depuis très longtemps. Depuis 1903. 1903. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 1903 En 1903, il y a un médecin qui fait une corrélation entre les maladies pulmonaires, on va dire, de certains ouvriers et ouvrières, et puis le travail au sein de l'amiante. Et pourtant, c'est seulement en 1997, presque un siècle après, qu'on commence à légiférer. Alors, on interdit l'amiante en 1997. En France. C'est dingue. En France. Et ailleurs? En 2005 en Europe. Ouais. Et depuis hier. Hier, le 8 avril, les États-Unis ont interdit la dernière utilisation d'amiante qu'ils avaient. Voilà. Christian Morel, l'amiante est pernicieuse parce qu'elle est invisible. Elle est invisible. Elle est partout. Elle est invisible quand elle est dangereuse par le fait qu'elle soit mise en suspension, que la fibre soit en suspension et donc on ne la voit pas. Contrairement à, par exemple, un tronçonnage qui contient de la silice. Donc on n'a pas forcément tendance à y faire attention. C'est inodore. Et c'est indolore. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez une fibre d'amiante, ça gratte pas, ça pique pas, ça irrite pas la peau. Forcément. Donc du coup, si on n'a pas la connaissance du risque, on n'a pas tendance à avoir envie, penser à s'en protéger. Autre critère, lorsqu'on est exposé à l'amiante, on n'en a pas forcément les effets tout de suite. Alors, ça peut survenir longtemps après. Et c'est ça la chose essentielle, notamment en médecine professionnelle, où on a une hiérarchie des risques. Dans l'esprit des gens, les risques immédiats, c'est perceptible très vite. La chute de hauteur, je m'écrase ma main, je me fais mal en manutentionnant quelque chose. Mais sur l'amiante, non. C'est-à-dire que c'est en général 15 à 20 ans plus tard, voire 35 ans pour certaines pathologies professionnelles. Donc c'est ce qu'on appelle des risques à effet différé, voire très différé. Donc la nécessité de sensibiliser les gens parce que c'est pas pour eux le risque numéro 1. Conséquences sur la santé de l'amiante. J'ai donné des chiffres tout à l'heure, vous les confirmez? Absolument, absolument. Et notamment le micro-trottoir qui était très bien fait, qui reprenait les choses essentielles. Les gens ont conscience qu'il y a une pathologie de nature respiratoire par inhalation de la fibre. Par contre, ils n'ont pas forcément complètement conscience des conséquences que ça peut donner. Bon, on leur explique que effectivement la fibrose, l'asbestose, c'est une fibrose pulmonaire liée à une accumulation importante de fibres, mais on a aussi d'autres choses qui sont létales, les cancers bronchopulmonaires et surtout le mésothéliome. 1000 morts par cancer par an. Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être même un peu plus. Parce que le problème, c'est qu'il y a certainement un certain nombre de cas qui sont sous-diagnostiqués au niveau étiologie. Alors, est-ce qu'une exposition une fois à l'amiante peut me provoquer une maladie? Alors c'est la bonne question. On travaille sur de la relation dose-effet sans normalement d'effet seuil. Ouais. Donc on pourrait penser que une exposition soit susceptible de donner un risque non négligeable, en sachant qu'effectivement on dit amiante un jour, amiante toujours. On est en notion insidieux de cancer. Par contre, on sait quand même par des matrices que certaines doses d'exposition aux fibres ne doivent absolument pas être dépassées car susceptibles de provoquer donc une pathologie. Mais dans l'absolu, on a effet cancer sans effet seuil. Donc logiquement, une exposition serait susceptible de développer quelque chose. Y a-t-il des faits aggravants ? Alors, le fait aggravant majoritaire, c'est le fait de cumuler des facteurs de risque. Et notamment, le facteur numéro 1, c'est le tabac. C'est-à-dire le tabac. La cigarette a un impact majeur parce que vous potentialisez les effets cancérogènes et parallèlement à ça, vous amoindrissez le système de défense de notre organisme au niveau pulmonaire par lésion des cellules qui sont
susceptibles, censés éliminer la fibre d'amiante. Donc, on parlait de prévention tout à l'heure, c'est notre cœur de métier aussi, maintenant en santé-travail. Si on oublie de poser cette question-là, on n'a pas bien géré la prévention. Parce qu'effectivement, il faut sensibiliser, notamment les jeunes, potentiellement exposés, on y reviendra par les métiers, par rapport au tabac. Christian Hustet, quelles sont les réglementations qui existent aujourd'hui? Alors, au-delà de l'interdiction de l'amiante en 97... Donc ça, c'est fini. Ça, on n'a plus le droit d'utiliser l'amiante. Non, ni d'utiliser, ni de revendre, ni voilà. On n'en parle même plus. Mais il est encore présent. Bien sûr. Voilà. On a une réglementation, une des plus draconiennes d'Europe, c'est la réglementation du 4 mai 2012. Voilà. Qui impose, qui impose l'évaluation des risques par l'entreprise. Elle va classer ces processus d'intervention parce qu'il n'y a que l'entreprise qui connaît comment elle intervient. Et l'entreprise est responsable de ces risques. Tout à fait. Donc c'est l'entreprise qui va calculer ses risques, évaluer ses risques et classer ces processus dans différents niveaux d'empoussièrement. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà. Donc c'est cette réglementation de mai 2012 et on a en parallèle une réglementation sur la formation des travailleurs. D'accord. Qui oblige les salariés qui interviennent dans le cadre de l'amiante à être formés, soit en tant qu'opérateur, soit en tant qu'encadrant de chantier, soit en tant qu'encadrant technique. C'est une obligation. Ah, c'est une obligation. C'est une obligation. Alors je vois des statistiques incroyables. L'équivalent d'une tête d'allumette d'amiante peut polluer à elle seule un hangar de 5000 mètres carrés. Tout à fait. Oui, la fibre amiante, elle est microscopique, elle est entre 300 à 500 fois plus fine qu'un cheveu, donc on ne la voit pas, il faut un microscope électronique pour permettre de la voir. Donc oui, une concentration de fibres dans une tête d'allumette, l'équivalent pollue un hangar de 5000 m², oui, tout à fait. Donc, la prévention et, vous l'avez dit, cette obligation de formation. Nous sommes allés au CFA Nord qui dispense des formations au traitement et à la gestion de l'amiante et je vous propose de découvrir ce reportage. CFA Nord est un centre de formation dédié à la gestion du risque amiante. Avec plusieurs sites dans les Hauts-de-France et une unité de formation mobile qui peut se déplacer dans tout le pays, le CFA est constitué de 5 experts en amiante. Hugo Chantegrel est préventeur formateur dans le domaine de l'amiante depuis 2019. Donc on est sur une formation obligatoire dans le cadre professionnel puisque l'amiante est connue pour être une substance dangereuse et donc le mot d'ordre c'est dans le monde professionnel pas formé, pas touché, vraiment formation obligatoire puisque les opérateurs vont passer leur journée finalement à combattre un danger invisible et donc il faut rester systématiquement vigilant face à ce danger. Ce qui explique une formation très complète, une partie théorique et une partie mise en pratique sur chantier-école avec simulation d'intervention dans les conditions réelles de chantier. Une formation qu'il faut renouveler régulièrement. 6 mois, puis tous les 3 ans, pour entretenir justement cette vigilance avec le temps, prendre connaissance des évolutions techniques, réglementaires, pour toujours garantir un niveau de sécurité suffisant pour l'ensemble des intervenants sur les chantiers de désamiantage. Une formation indispensable et obligatoire pour éviter les risques liés à l'amiante. Une formation comme celle-ci, elle est nécessaire, oui, parce que un particulier qui ferait ça chez lui, il ne prendrait pas les mêmes mesures que nous pour se protéger, donc il serait beaucoup plus exposé au risque à l'amiante que nous, forcément qu'on a été formés spécialement pour ça. Les opérations de désamiantage constituent un risque pour les personnes exposées non formées. Opérateurs, encadrants techniques ou encadrants de chantier, travailler en conformité avec la réglementation amiante est obligatoire. Alors tous les métiers sont évidemment concernés. Je suppose que vous faites des inspections sur les chantiers. On fait du contrôle de chantier de désamiantage, mais aussi il y a du contrôle de chantier où interviennent, vous le disiez, donc des électriciens, des plombiers, qui peuvent intervenir sur des matériaux amiantés, mais dont la finalité, c'est pas de retirer de l'amiante comme un désamianteur. Voilà, c'est d'intervenir sur un matériau, mais à proximité de l'amiante. Et il est aussi exposé. Oui, électriciens, chauffagistes, ils sont même plus exposés et ils ne sont pas experts. Mais c'est surtout qu'ils ne sont pas experts. Voilà. Donc, par méconnaissance, ils sont plus exposés. Donc, formation. Ouais.
Très, très important ça. Quel message aussi vous avez à donner aux donneurs d'ordre? Alors, on parle d'interdiction. Y compris les particuliers d'ailleurs. Bien sûr, y compris les particuliers. On parle donc d'interdiction, on parle encore de présence d'amiante, on parle de formation obligatoire, mais pour intervenir, la base c'est de savoir s'il y a de l'amiante ou pas. D'accord. Donc il y a une obligation qui porte sur les donneurs d'ordre. Maintenant, c'est un repérage amiante avant tout travaux. Alors vous êtes plus de 200 inspecteurs à contrôler dans les Hauts-de-France. Si vous arrivez sur un chantier, vous constatez qu'il n'y a pas eu de repérage avant travaux. On demande aux donneurs d'ordre de faire cesser les travaux. D'accord. Et on demande aux donneurs d'ordre de faire réaliser ce repérage avant travaux. Parlez-nous aussi de l'obligation d'évaluation des risques. Ça se passe comment, ça? Alors, l'évaluation des risques, elle repose sur l'entreprise. D'accord. Voilà, c'est l'entreprise qui, je le disais tout à l'heure, il est sachant. D'accord. L'entreprise va évaluer ses risques, va définir ses processus et les classer par niveau d'empoussièrement. Voilà. D'accord. Et une fois que c'est identifié, il se passe quoi? L'entreprise peut intervenir et on a transmission de cette intervention par le moyen d'un plan de retrait. Ouais. Sur une plateforme qui s'appelle Démat Amiante. Nos collègues vérifient l'adéquation entre ce qui est proposé par l'entreprise et la réglementation et on fait un contrôle de chantier éventuellement. Mais le désamiantage n'est pas systématique. Non, c'est pour Il y a d'autres solutions. Pour compléter ce que disait Christian Hustet, c'est la première évaluation des risques, c'est le propriétaire ou le donneur d'ordre qui décide du programme de travaux sur son immeuble. D'accord. Est-ce que je fais le choix de curer complètement le bâtiment et donc de retirer tous les matériaux amiantés? C'est un choix. Il existe aussi des alternatives à dire je peux laisser tel matériau, une colle de carrelage sur un pignon qui ne serait pas accessible et je la laisse en place ou je mets une protection mécanique devant. C'est une option. C'est au propriétaire d'avoir cette réflexion-là sur sa stratégie. Le retrait systématique est obligatoire avant des travaux de démolition. Mmh. Mais il faut donc éviter, je suppose, de percer, de poncer, je perce, je sors la On n'est pas obligé d'éviter de percer. Je veux dire, je prends l'exemple d'un électricien qui veut passer une goulotte pour passer des câbles électriques, il va être obligé de percer dans le mur. Mmh. Il y a des précautions à prendre. On peut percer à travers une pochette de gel, par exemple, ce qui évite, dès que le forêt de la perceuse ressort, de libérer tout un tas de poussière, etc. Tout reste emprisonné dans la pochette de gel. C'est des précautions, c'est de l'évaluation des risques une fois de plus. Quand vous réalisez des contrôles, quels sont vos constats du niveau d'information sur les chantiers? Autant les opérateurs que les... Sur les entreprises de désamiantage propres, il n'y a pas de problème de communication. C'est des professionnels, ils savent faire. Ils savent faire. L'électricien, le plombier, le chauffagiste, il est plombier, chauffagiste, électricien dans son métier premier, mais il intervient sur un milieu amianté qu'il ne connaît pas forcément. Donc il n'a pas cette perception du danger de l'amiante. Donc c'est vraiment là où le danger n'est pas identifié. C'est mon corps de métier. Message important vers les métiers du second œuvre. C'est un sujet stratégique dans vos pratiques. Tout bâtiment avant 97, donc date d'interdiction de l'amiante, est considéré comme contenant de l'amiante. Vous êtes ici dans un studio de votre télévision régionale. Lorsque les travaux ont été entrepris, découverte d'amiante, les travaux ont été suspendus pendant 6 mois, le temps de faire le nécessaire travail de désamiantage, là, pour le coup. Docteur, vous avez un point à ajouter là, sur cette discussion ? Notre intervention elle est complémentaire parce qu'effectivement, comme le disait Monsieur Hustet, l'électricien il est électricien. Le plombier, il est plombier. Il n'a pas forcément connaissance de ce risque. Or, c'est, comme on l'exprimait tout à l'heure, les services de santé au travail que je représente ici travaillent par la loi d'août 2021, essentiellement, doivent travailler autant qu'ils le peuvent sur la prévention primaire. Donc, nous, on se doit de faire comprendre à tous ces salariés qui sont exposés potentiellement à ce risque. Et comme le diraient les principes généraux de prévention, information éclairée des salariés, c'est déjà de leur faire comprendre qu'il y a ce risque potentiel. Après, si on a le temps, on parlera un petit peu du suivi santé, mais la première des choses, c'est de leur faire comprendre ça. Ils sont salariés d'une entreprise qui va intervenir dans des locaux pouvant libérer des fibres d'amiante. Ils doivent être informés de façon à pouvoir mieux se protéger. Et puis nous, on adapte le suivi santé par rapport à ça.
Alors, vous allez assister maintenant à une opération de désamiantage. Comment ça se passe pour tout comprendre de l'expertise de vos métiers, et après on va décrypter avec vous. Alizadeh est une entreprise de travaux de désamiantage et de dépollution. Depuis 2008, ses ouvriers interviennent sur des bâtiments présentant des risques environnementaux et humains. Le désamiantage, c'est une opération qui est incontournable quand on décide de démolir le bâtiment. Mais il n'y a pas que la démolition des bâtiments, il y a toute la partie réhabilitation et entretien au fil de l'eau. Ça permet de réduire l'exposition des utilisateurs et intervenants dans le bâtiment. Donc plus on enlève de sources d'amiante, là typiquement sur une toiture comme celle-là, ça diminue l'exposition au risque amiante pour les utilisateurs et intervenants futurs. Alizadeh entretient son expertise grâce aux formations régulières auxquelles les salariés sont soumis plusieurs fois par an. Au total, l'entreprise dédie 1700 heures de formation sur une année pour l'ensemble du personnel. Le désamiantage, c'est une affaire de spécialistes. N'importe quelle entreprise ne peut pas intervenir. Le personnel doit être formé au risque. L'entreprise est elle-même certifiée à cette activité-là et doit décrire son activité précisément à la certification. Là, pour une façade comme celle-là, il y a à peu près une semaine de travail, sachant qu'on va passer plus d'une journée à installer les installations de décontamination à l'intérieur du bâtiment pour ensuite protéger l'échafaudage, les moyens d'accès de protection contre la hauteur, parce que là, on a à la fois un échafaudage, des lignes de vie qui ont été installées par un spécialiste et puis des échelles de toit. Des travaux assez longs et dangereux qui expliquent pourquoi les opérations de désamiantage représentent un certain coût. Eh oui, on ne s'improvise pas de désamianteur. C'est très fin, très précis votre métier. Ce qui est dit là, c'est qu'effectivement, chaque salarié passe un peu plus de 40 heures par an de formation. Ça, au-delà, on parlait d'évaluation des risques tout à l'heure, nous avons des formations qui sont attachées au métier, donc la formation amiante par catégorie de personnel, mais nous avons également les autres risques, puisque un désamianteur va être soumis à une exposition au risque de travaux en hauteur, de risque électrique, d'intervention en espace confiné. Donc on cumule et nous sommes obligés de conjuguer les analyses de risque. Ouais. Alors depuis 1997, on l'a dit, un propriétaire de bâtiment doit faire surveiller son immeuble tous les 3 ans. Si je découvre de l'amiante, quel est votre conseil? Parce que ça, au vu de ce que je viens d'entendre, je peux paniquer là quand même. Ce qui a lieu surtout, c'est de mener une réflexion par rapport à l'usage qu'on a du bâtiment, du local, de l'usine, du process, en rajoutant un élément complémentaire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que non seulement une exposition amiante, elle est inodore, incolore, tout ce qu'on veut, mais en plus, il n'existe pas de machine de détection instantanée. D'accord. À la différence, par exemple, de l'exposition au rayonnement ionisant, où vous avez un compteur qui peut se mettre à sonner, qui donne une valeur. En amiante, on fait une mesure pendant une période donnée, de 1 heure à plusieurs heures, et on a le résultat le lendemain. Ce qui fait que nous avons des processus excessivement sécuritaires, avec des maîtrises qu'on doit démontrer, car, à nouveau, quand on constate un écart, on constate qu'on a fait un écart précédemment. Christian Hustet nous disait, une fibre et ça suffit, mais est-ce qu'il y a des seuils en deçà desquels il n'y aura pas de problème de santé publique? Alors, comme toute donnée scientifique, il y a effectivement le Code de santé publique a prévu un bruit de fond, c'était le terme qui a été utilisé à l'époque, qui dit que effectivement l'amiante étant minéral naturel, on peut en trouver. Donc le Code de santé publique annonce un seuil de 5 fibres par litre. 5 fibres par litre, d'accord. Et au-delà, le préfet ferme. Au-delà, le site ne peut plus être utilisé et le propriétaire doit mener une action. D'accord. Pour que la situation soit prise en compte. Donc la bonne méthode, c'est d'analyser le désamiantage, prendre les bonnes décisions. Comment on fait? Oui, parce qu'un propriétaire foncier doit se poser la question de dire j'ai un matériau, est-ce qu'il est exposé aux utilisateurs? Parce que, ou bien est-ce qu'il est complètement caché, auquel cas finalement une colle qui est derrière un carrelage, qui est lui-même derrière un doublage qui aurait été installé, ne présente pas de risque important pour les utilisateurs. Par contre, il existe des matériaux qui peuvent être très facilement sollicités à l'occasion d'interventions d'urgence. On évoquait tout à l'heure les métiers de plomberie, d'électricité. C'est souvent à l'occasion d'interventions un petit peu en urgence, de dépannage, que la personne qui intervient, elle, maîtrise son risque à elle, donc de plomberie ou d'électricité, mais va passer à côté d'un percement qui va générer dans une gaine de ventilation une pollution qui peut effectivement être complètement démultipliée par rapport à la taille du local, par exemple. Mais sur des bâtiments qui ont été rénovés 5-10 fois,
peu compliqué. C'est la difficulté de traçabilité, c'est que la France est un pays latin. La traçabilité n'est pas une qualité qui est mise en avant particulièrement. La donnée. Oui, et de fait, on ne valorise pas particulièrement un bâtiment qui aurait été revendu plusieurs fois depuis les années 70, qui aurait subi plusieurs programmes de travaux. On n'a pas forcément l'historique de ce qui a été fait. Encore une question, quid de la gestion des déchets? Ça part où après l'amiante? Les déchets aujourd'hui, majoritairement, sont enfouis. Donc c'est pas très vertueux au niveau écologique, c'est-à-dire qu'il y a deux types de solutions de traitement. Et les enfouissages sont tracés, je suppose. Bien sûr, ah oui, alors tout ça c'est excessivement bien tracé par le Code de l'environnement. C'est-à-dire que le producteur du déchet, l'entreprise intervenante, le transporteur, c'est très cadré. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les filières de traitement de déchets sont plutôt très classiques. Il y a très peu de valorisation. Pour quelqu'un, un opérateur, un propriétaire de bâtiment qui découvre un gisement d'amiante, il faut y aller tout de suite, quoi. Il ne faut pas dire je traiterai ça plus tard. Il faut absolument ne pas se permettre d'envisager des projets de modification, d'évolution ou d'usage sans avoir évoqué ce sujet-là. D'accord. Je fais un dernier tour de piste. Un mot-clé à retenir pour anticiper, gérer au mieux l'amiante et côté opérateur, faire de la prévention, bien se former. Un mot-clé. Le repérage. C'est la base de tout. Il y en a, il n'y en a pas. Sensibilisation des salariés ou des personnels. Très important. Moi, je dirais évaluation des risques. Évaluation des risques. Évaluer vos risques. Repérer, sensibiliser, évaluer, le trinôme à retenir pour gérer au mieux vos problèmes d'amiante et surtout les anticiper. J'espère que vous aurez compris que c'est important et en particulier dans notre région avec son passé industriel de production et d'utilisation bien évidemment. On se retrouvera très bientôt avec un autre grand sujet pour être en bonne santé au travail.